dans Pilotis, le podcast qui élève vos projets bois. Nous sommes avec Adrien Vessière, ingénieur structure bois et fondateur de Beaubois. Aujourd'hui, nous allons aborder une question que tout le monde se pose. Alors, on va aborder la question suivante. La question suivante, c'est les 5 erreurs qui détruisent une terrasse extérieure. Tu as dû en voir quelques-unes d'ailleurs, des erreurs. Oui, on a vu toujours. C'est vrai qu'on voit des choses incroyables. Après, les gens font comme ils peuvent, sur le moment. Quand on sait pas, c'est vrai que. Et s'ils n'ont pas été faire bien des erreurs. accompagnés aussi, avec des bons conseils. Tout à fait. Aussi. Ouais, c'est des conseils, bien sûr, les conseils de base. Et puis après, c'est vrai que bon, c'est un peu vicieux. On peut même sur des petites choses. Donc, c'est plus que des conseils quand même. Il y a un savoir-faire à avoir, je pense. Après, il y a des gens qui se lancent et qui font les choses très sérieusement et qui ont des gens qui les conseillent et qui font les choses bien. Ouais. Mais on voit aussi des catastrophes. Et par exemple, à Montastruc, récemment, on est venu pour refaire une terrasse. Alors, on l'a fait aussi plus grande avec une pergola, tout ça. Ils en ont profité pour faire des modifications. Mais la terrasse entière était à moitié effondrée, pourrie en fait, quoi. Au bout de 7 ans. Donc c'est le choix du bois. Pas normal. Là, c'était le choix du bois. L'autre podcast, quel est le bon choix du bon bois? Tout à fait. Choix du bois. Deuxième chose, ça va être tout ce qui est assemblage, fixation du bois. Là, il faut que l'eau circule. Donc, on peut pas faire un assemblage en tonneau mortaise, par exemple, comme on ferait pour une table ou pour une charpente à l'abri. Parce que, en fait, on crée comment dire, comme un récipient. En fait, la mortaise, c'est un récipient. Une fois qu'il est plein d'eau, ça séchera jamais. Et là, on crée les conditions idéales pour le champignon. Donc là, c'est une erreur à ne pas faire. L'assemblage en tenant mortaise, tous les assemblages de charpente traditionnels qu'on utilise pour des charpentes, on les utilise pas pour l'extérieur. Donc à l'extérieur, on va utiliser plutôt des connecteurs métalliques. D'accord. Ou voilà des structures où on utilise plutôt le poids, en fait. On va dire quelque chose qui repose sur quelque chose, ça va. Après, comme on vient encastrer 2 éléments l'un dans l'autre, on crée des zones où ça va pourrir très vite. D'accord. Le contact aussi avec le béton est à proscrire, en fait. Entre le béton et le bois, il faut qu'il y ait un connecteur métallique et qui soit spécifique en fait à la construction, parce qu'il est étudié de façon à ce qu'il n'y ait pas de stagnation d'eau et que s'il y en a, ça puisse sécher en fait dans la journée ou à l'intersaison. En fait, on est toujours en train de lutter contre un champignon qui veut s'installer, qui commence un peu à s'installer, et puis les conditions redeviennent terribles pour lui, donc il meurt, et puis après il veut revenir quand... Et donc voilà, si l'eau stagne, ça crée les conditions propices toute l'année, il faut pas que ça stagne. Donc voilà, deuxième erreur, ça va être sur tout ce qui est assemblage. Ça, on le voit assez souvent. Troisième erreur, je veux parler des fondations. Les fondations, voilà, c'est terrible ça de voir des gens en fait. Mais ça fait peur des fondations, c'est-à-dire ceux qui voudraient faire leur projet. Bon, c'est pas grave, moi j'en fais pas. Ouais, mais c'est vrai que ça va très vite de mettre un plot, ce qu'on appelle un plot réglable, à même le sol. Allez, on tasse un petit peu, on met du gravier et on met un plot réglable. Et là-dessus, on vient faire poser sa structure et après on met son platelage et après on fait ses finitions, ses garde-corps, tout ça, tout le travail en fait qui repose sur quelque chose qui va s'enfoncer peut-être dans 2 ans et qui fait que quand vous allez marcher à l'endroit de la terrasse, ça va. Le niveau sera plus au rendez-vous. Ouais, alors déjà le niveau c'est une chose, mais en plus le pire c'est que quand on marche, il y a des petits basculements qui peuvent se faire. Quand on est dans un angle, on va sentir que ça cloque un peu. Bon, c'est pas agréable, c'est dommage d'avoir fait tout ce travail. Au final, ça doit contorsionner les lattes sur le dessus. Ouais, voilà, en fait, il y a tout qui va bouger. Ça va faire que soit on a des éléments qui se tordent carrément, donc visuellement c'est dommage. Soit on va avoir des éléments qui deviennent un peu instables. C'est-à-dire quand on marche, ils vont bouger et puis ça va casser un petit peu tous les effets agréables et qualitatifs. Donc voilà, fondation, il faut aller chercher la profondeur. Il faut plutôt aller sur du ponctuel, donc le pieu, pour que l'argile puisse monter, descendre autour du pieu.
Et voilà, et surtout pas se contenter d'un flot réglable comme on peut le faire dans le sud-est de la France, sur des terrains très drainants, des terres de vignes ou rocailleuses, où là on est stable en fait, on peut faire ça. Mais Sur l'argile. pas sur l'argile, parce que sur l'argile, c'est même plus une question de poids en fait. C'est que l'argile, quoi qu'il arrive, entre l'hiver et l'été, elle va changer. Donc du poids ou pas du poids, ça va bouger, quoi. Et il faut aller chercher en fait un peu plus profond dans la zone où son humidité reste stable. Donc elle variera pas trop. Sur la problématique des fondations, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de se dire, au-delà de l'aspect purement technique de faire une fondation, de se dire, je peux pas descendre trop bas parce que j'ai autre chose en dessous, parce que je prends le risque de percer une gaine électrique, hein. Enfin, du coup, est-ce que c'est pas ça aussi le souci? Si, ouais, bien sûr. Effectivement, les fondations, tu as raison, tu as soulevé des choses là terribles. Des fois, ça nous est déjà arrivé de percer le tuyau du skimmer d'une piscine en enfonçant un pieu. Mais bon, là, faut assumer tout de suite, hein. On creuse, on répare, on fait ce qu'il faut. En fait, c'est parler avec les entreprises du VRD, comme on appelle du VRD, ils ont des histoires comme ça tous les jours. Donc je comprends, ouais, que pour quelqu'un en fait qui se lance tout seul dans son projet, il a pas envie de, s'il sait pas comment on fait une réparation d'une canalisation ou comment on la repère, parce qu'il y a aussi des méthodes pour repérer ces choses-là, hein. C'est des choses que tu fais, toi, des Ouais. fois, sur certains changements. On fait de la détection de réseau assez régulièrement. Si on n'a pas de plan de réseau, si on n'a pas de regard qui nous font nous dire de façon certaine que c'est par là que ça passe, on doit faire une détection de réseau. Et puis, quand bien même, des fois, on chope un réseau, on sait le réparer. Mais Mais on évite. On évite, bien sûr, ouais, parce qu'après, c'est du travail, mais bon, on le fait, on garantit quand même notre travail. On a aussi des assurances qui nous permettent d'être assurés pendant le chantier, en fait, parce qu'il y a la décennale qui va couvrir 10 ans après, mais il y a aussi l'assurance pendant le chantier qui est différente. En cas de V20 sur des gros projets ou quand on va travailler sur des projets publics qui accueillent du public, qui sont mandatés par l'État, des grosses choses là, bon, bonnes assurances parce que en fait on arrive aussi dans des zones où il y a énormément de réseaux, notamment de gaz, des choses comme ça. Mais on n'a pas le choix. Si on va pas chercher en profondeur, on sait déjà que l'ouvrage est bancal, donc on peut faire aussi bien qu'on veut ce qu'il y a au-dessus. Et c'est dommage parce que on est limité dans le temps au niveau de la durabilité. Donc, on a parlé points de jointure et eau stagnante qu'il faut éviter pour les champignons. On a parlé donc de qu'est-ce qu'on a parlé d'autre? On a parlé du choix des bois. Du choix des bois. Et on a parlé des fondations. Voilà. Et la quatrième, alors du coup. Donc le quatrième point, ça va être au niveau de la conception, on va dire paysagère. Les choix qu'on va faire, où va être la terrasse, comment on va l'intégrer à ce qui existe autour. On l'a dit sur les podcasts précédents, le contact avec la terre, c'est le plus contraignant. Si on veut que la terrasse elle dure, vraiment qu'elle passe les garanties des constructeurs ou des fabricants, des fournisseurs. Si on va aller plus loin que ça, on évite le contact avec la terre. Donc l'erreur classique, c'est les gens qui veulent leur gazon qui touche le bois, devient une terrasse, voilà, sur la même planéité. Si on fait ça, il faut prendre des précautions particulières. Il faut faire une petite tranchée avec un drain en gravier. Au moins ça, voilà, le gravier drainé en contact avec le bois, il va être beaucoup moins agressif que la terre. Et derrière, il va falloir quand même entretenir tout ça pour que le gazon ne pousse pas et vienne se mettre dans la terrasse. Voilà, c'est le contact avec la végétation qui réduit le temps de vie de la terrasse. Donc l'erreur numéro 4, voilà, à proscrire, c'est à vouloir absolument mettre ça dans le sol. Il faut séparer les choses. Il faut bien séparer les choses. Est-ce que le fait, par exemple, d'être en faux contact, de surélever un tout petit peu la terrasse bois va permettre de laisser respirer en dessous, c'est ça? Exactement, voilà. Quand on peut pas surélever, il y a des cas où on peut pas surélever, on creuse le sol de façon à avoir comme une vie sanitaire, on va dire. Ouais.
dans lequel ça ventile. Ça, ce serait la 5e erreur, c'est un projet qui n'est pas ventilé. En fait, souvent, on voit des terrasses qui sont, même parfois, elles sont un peu au-dessus du sol. Mais bon, les poutres principales sont en contact. Et on part souvent sur le fait que comme les lames sont espacées, en fait, l'air passe. Mais pour que l'air passe, il faut qu'il circule. Donc, il faut des entrées d'air par les côtés, par le dessous. Ça, on va le faire avec ce qu'on appelle des fenêtres de ventilation. Donc, c'est comme pour les vides sanitaires. En fait, on va faire un coude avec une grille. Ça va être dans le gazon ou dans la bande de gravier qu'on aura fait. Et qui va amener l'air plus bas. D'accord. Pour que ça crée une circulation d'air. D'accord. Si l'air circule, l'humidité baisse et On a parlé des 5 erreurs qui sont liées vraiment à la construction en elle-même, le choix des bois, etc. Est-ce qu'il y a des erreurs qui sont de l'ordre de l'entretien? oui, Chose que tu as pu voir aussi chez des clients qui étaient dramatiques. oui, tout à fait. Alors, pour l'entretien, le Karcher. On voit Ça, c'est quand on a de la mousse qu'on met du Karcher, donc ça revient au mauvais choix du bois. Ou des lignes, des stries qu'il faut pas. Parfois, en fait, on peut aussi acheter une maison avec une grande terrasse qui est déjà existante et ne pas être d'accord avec les choix qui étaient de laisser le bois griser. On peut revenir au bois, à la couleur du bois. Karcher, c'est vrai que sur les 50 premiers centimètres, c'est satisfaisant. On retrouve le bois tel qu'il était avant, mais le problème, c'est que bon, déjà, ça avait beaucoup de travail pour tout karchériser. Et puis en plus, on va relever la fibre du bois. Donc derrière, ça va avoir beaucoup d'échardes au moment du séchage. Donc il vaut mieux utiliser les produits style dégriseur, un dégriseur, un nettoyage et ensuite un saturateur. C'est vrai que le Karcher, c'est une erreur qu'il faut pas faire parce que ça relève les fibres du bois et ça le rend pelucheux. C'est dommage. Est-ce que tu as rencontré d'autres erreurs justement sur les entretiens? Sur les entretiens, non. En fait, quand la terrasse elle est bien conçue, elle vieillit bien de toute façon. Quand on est sur des bois surtout bombés, par exemple, l'erreur ce serait de vraiment jamais la nettoyer. Et c'est vrai que ce qui est bien, c'est un petit coup de nettoyage au savon noir une fois par an. D'accord. Voilà, ça c'est super. Surtout quand on est sous un arbre qui a beaucoup de feuilles, de choses comme ça. Si on est chargé en fait au niveau de l'environnement autour, qui fait que ça salit beaucoup la terrasse, il faut la nettoyer une fois par an. C'est dommage de la laisser sous les feuilles qui après font de l'humus et créent de la terre. De la mousse, de la terre. Ouais, de la mousse et de la terre. Et donc des champignons. Et voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Donc nettoyer, ouais. Le savon noir finalement, parce qu'on s'imagine aussi qui dit nettoyer, dit se plier en 10, tête à l'envers. Pour nettoyer, c'est pas forcément le cas en fait. Non, vraiment pas. C'est comme on nettoie un pont de bateau, même en étant un peu moins exigeant finalement. Un jour où il pleut, il y en a qui font ça quand il pleut. D'accord. Quand il pleut, au moins tout est mouillé, on passe pas trop de temps parce qu'il y a un petit temps en fait de mouillage, comme le bois il absorbe l'eau, et puis quand c'est bien mouillé, après on envoie du savon, on frotte comme sur un pont de bateau. Avec son ciret jaune si on veut. Si c'est en extérieur qui pleut. Ouais, voilà, c'est ça. Après, c'est des moments que certains trouvent agréables en fait. Nous, on travaille avec des gens qui nous ont fait travailler déjà par le passé. On revient chez eux pour d'autres choses et on a ces discussions-là. Et il y en a qui aiment bien ça en fait. Finalement, jour de pluie avec le ciret passé. Ouais, les bottes, ça peut vider la tête. et voilà. Donc ça, c'est un truc une fois par an. Tu parlais de l'erreur justement de ne pas entretenir. Est-ce qu'une terrasse qui pendant plusieurs années n'est pas entretenue est irrécupérable parce que trop grisée ça s'enlève plus, ou est-ce que c'est quand même jouable? Alors le grisement, on peut toujours, c'est toujours réversible. D'accord. Quel que soit le temps. Là où ça pose problème, c'est si le bois a été attaqué. Une fois qu'il a été attaqué par des champignons ou des insectes. On peut plus faire grand chose, donc soit c'est des zones et là on va pouvoir changer les lames de certaines zones, soit on change même toutes les lames. Généralement la structure, si elle a été bien faite, c'est impossible. C'est les lames qui vont être un petit peu plus boucliers, on va dire, qui vont plus se dégrader rapidement si c'est pas entretenu. Et donc il y a différentes phases de dégradation, c'est soit on change une zone, soit on change tout le platelage.
Tu parlais de nuisibles. Est-ce que justement dans cet entretien-là, Oui. il y a la possibilité de traiter peut-être justement sur l'anti-nuisible ou est-ce que naturellement c'est traité? Est-ce que le fait de passer le savon noir tous les ans finalement joue le rôle un peu de répulsif ou pas du tout? C'est ça. Le fait de nettoyer, en fait, c'est nous qui, sur le moment, faisons le répulsif. C'est-à-dire qu'il y a plein de monde qui veut monter sur la terrasse et on les repousse. D'accord. Donc, c'est pas un répulsif, en fait, dans le sens où c'est un produit qui reste sur le bois et qui repousse toute l'année. Mais par contre, c'est terriblement efficace. C'est-à-dire, voilà, on a nettoyé, il y a et une fois par an, en fait, c'est le temps, en fait, que tout ça monte, on l'enlève, c'est terminé. Après, les répulsifs, oui, il y en a beaucoup. C'est des produits qui sont aussi un peu dangereux pour le reste du jardin, donc il faut faire attention. Finalement, le savon noir, ça marche bien. C'est ce qu'on utilise pour les rosiers, pour les oui. buissons. Oui, voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. C'est le même principe, en fait. Ouais. On le protège un peu comme une plante, en même temps, on nettoie. Et puis, bon, après, les répulsifs, il y a tout ce qui est saturateur. Quand on veut maintenir la couleur, le saturateur va aussi servir de répulsif. Donc, les deux petites erreurs entretien, c'est le Karcher à ne pas passer Exactement. et aucun entretien, ne serait-ce qu'au savon noir tous les ans, Voilà. qui fait qu'au bout d'un moment, ça attaque le bois. Voilà, c'est ça. Oui, et c'est ça. Eh bien, très bien. Merci Adrien. À bientôt. Avec plaisir.